Quand mon mari est décédé, je pensais avoir déjà touché le fond du chagrin. Mais la véritable tragédie ne faisait que commencer. La nuit suivant les funérailles, ma belle-fille a jeté mes bagages dans le garage et m'a dit froidement : « À partir de maintenant, tu dormiras avec le chien. » Je n'ai pas réagi. J'ai simplement hoché la tête et souri. Elle n'avait aucune idée que derrière mon silence, je cachais un secret bien plus grand. Les dizaines de millions d'euros et la villa en bord de mer que mon mari m'avait laissée. Cette nuit-là, dans le froid humide du garage, j'ai juré de réécrire les règles avec la résolution calme d'une veuve qui avait profondément aimé et assez enduré. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une autre marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Cassandre Renaud. J'ai 60 ans. Je venais d'enterrer mon mari de 42 ans, Gérard Renaud. Ce matin-là, une pluie fine tombait sur le cimetière du Chêne Mémorial à Lyon. Chaque goutte semblait aussi froide que de l'acier contre la terre humide. Des parapluies noirs formaient un cercle autour du cercueil drapé du drapeau, tandis que le son doux d'un orgue jouait quelque part au loin. L'air était épais, rempli de l'odeur des lits, de la terre mouillée et des larmes. Je me tenais là, serrant fermement mon châle, essayant de trouver un équilibre entre le chagrin et une étrange sorte de vide. Les gens disent qu'après la mort, l'amour est tout ce qui reste. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que l'amour n'est pas la seule chose qui survit. L'ambition et l'hypocrisie aussi. Mon fils Nathan était assis tranquillement au premier rang, les yeux rouges et gonflés. Ma belle-fille Sabine était différente. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas comme quelqu'un qui pleure un être cher. Au lieu de cela, elle observait, son regard passant d'un invité à l'autre, comme si elle triait et calculait qui pourrait être utile plus tard. Quand j'ai surpris ce regard, j'ai su immédiatement que ce n'était pas du chagrin. C'était le début d'un plan. J'ai repensé à notre première rencontre, des années auparavant. Sabine était alors une jeune femme ambitieuse, les yeux brillants d'une faim que je n'avais pas su déchiffrer. Elle avait charmé Nathan avec une facilité déconcertante, et Gérard, toujours enclin à voir le meilleur chez les gens, l'avait accueillie dans notre famille sans la moindre hésitation. « Elle a du caractère, Cassandre », m'avait-il dit un soir. C'est ce qui plaît à Nathan. Je n'avais rien dit, mais une petite voix en moi m'avait murmuré de me méfier. Aujourd'hui, sous la pluie battante, cette petite voix résonnait comme un tocsin. Alors que le prêtre louait la générosité de Gérard et son dévouement à sa famille, j'ai vu la mâchoire de Sabine se contracter. Sous son voile noir, ses yeux étaient aussi froids que la pierre. Un frisson m'a parcouru l'échine, non pas à cause du temps, mais à cause de la réalisation qu'elle attendait ce moment précis, attendant que mon mari soit descendu dans la terre pour qu'elle puisse commencer à diviser ce qui restait. Quand la cérémonie s'est terminée, les gens sont partis un par un, ne laissant que des fleurs blanches tremblant sous la pluie. Je me suis penchée sur le cercueil, j'ai posé ma main dessus et j'ai murmuré : « Repose en paix, Gérard, je vais bien, je te le promets. » Je ne savais pas que seulement quelques heures plus tard, cette promesse deviendrait un vœu de reconquérir la justice pour moi-même. La Mercedes noire roulait lentement dans les rues familières de Lyon. J'étais assise sur la banquette arrière, regardant les grands immeubles s'estomper derrière un rideau de pluie. Toute la ville semblait piégée sous une plaque de verre, froide et distante. Le siège à côté de moi était vide, la place où Gérard s'asseyait quand il me conduisait à l'église ou à des dîners. Maintenant, il n'y avait que moi, l'étreinte creuse des sièges en cuir
et le bourdonnement insignifiant de l'air chaud du ventilateur. Sur le siège avant, Sabine conduisait, ses ongles rouges foncés tapotant rythmiquement contre le volant. Ses yeux se posaient occasionnellement sur le rétroviseur, rencontrant les miens sans une once de sympathie. Nathan était assis à côté d'elle, serrant fermement son téléphone, comme si un mot de travers pouvait tout faire s'effondrer. Personne n'a parlé pendant tout le trajet du retour. Lorsque la voiture a tourné dans l'allée bordée de chênes menant à notre maison à 2 étages dans le quartier du Domaine des Chênes, où Gérard et moi avions vécu pendant plus de 20 ans, mon cœur s'est serré. Cette maison, autrefois débordante de rire, de l'odeur de la tarte tatin et de la musique de Brel chaque samedi soir, semblait maintenant vide, un champ de bataille au lieu d'un foyer. Je me suis remémoré les innombrables soirées passées dans le grand salon. Gérard lisant près de la cheminée, moi tricotant, le silence confortable seulement rompu par le crépitement du feu. C'était notre sanctuaire, un monde que nous avions bâti brique par brique, souvenir par souvenir. L'idée que cette paix puisse être profanée me semblait une trahison plus grande encore que la mort elle-même. Lorsque la voiture s'est arrêtée, j'ai ouvert la portière et je me suis figée. Mes 3 valises en cuir marron, celles que j'avais préparées juste pour rester chez Nathan quelques jours après les funérailles, étaient déjà posées près du garage sous la pluie. Une fine couche de poussière les recouvrait, comme si elles avaient été sorties tôt ce matin-là. J'ai levé les yeux vers Sabine, qui se tenait sur le porche, les bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix rauque après une longue journée. Elle a haussé les épaules, un léger sourire narquois se formant sur ses lèvres. « Oh, je pensais que tu avais déjà compris. Maintenant que Gérard est parti, les choses doivent changer. » Son ton était léger, mais chaque mot atterrissait comme une lame. Nathan se tenait derrière elle, fixant le sol. « Mon fils, » dis-je doucement. « Que veut dire ta femme par là ?» Il a évité mon regard. « C'est juste temporaire, maman. Nous devons juste réorganiser quelques petites choses. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sabine s'est avancée, a tiré la porte du garage et a dit clairement « Tu peux rester ici. La pièce à côté du chien est encore vide. » Puis, elle m'a tourné le dos, comme si elle venait de terminer une tâche insignifiante, et est rentrée à l'intérieur. Ses talons claquaient sèchement contre le parquet. Un son froid qui résonnait sous la pluie. Je suis restée immobile pendant quelques secondes, laissant le tremblement de mes mains s'apaiser. La pluie continuait de tomber, et les gouttes coulaient sur mon visage, se mélangeant à mes larmes. Je ne pouvais pas dire où l'une finissait et l'autre commençait. Je me suis penchée, j'ai attrapé mes valises et je les ai tirées dans le coin du garage, un petit espace étroit où Gérard gardait sa boîte à outils. Les murs étaient tachés et humides. L'air sentait la rouille et l'huile, et la petite fenêtre donnait sur la clôture en fer derrière la maison. Ce n'était pas un endroit pour une belle-mère, encore moins pour la femme qui avait bâti cette famille aux côtés de Gérard. Mais je n'ai pas pleuré à nouveau. J'ai simplement expiré et je me suis assise sur le bord du vieux lit pliant que Sabine avait préparé pour moi. Sur la petite table en bois à côté, il y avait une boîte à moitié vide de croquettes pour chiens. Un léger sourire a traversé mes lèvres, non pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je venais d'entrer dans la première étape d'un jeu dont seules les règles m'étaient connues. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La pluie tambourinait régulièrement sur le toit en métal, comme une horloge qui égrenait le temps. J'étais assise dans le noir, rejouant chaque détail de ma vie. Gérard, l'homme calme et discipliné qu'il était, m'avait toujours dit « Cassandre, quand ils pensent que tu es faible, laisse-les faire. Le bon silence est ton arme la plus puissante. »
Je n'avais jamais pensé avoir besoin de ce conseil. Mais ce soir, je savais que le moment était venu. Car personne ne savait qu'avant de mourir, Gérard avait discrètement tout arrangé. Les comptes, les investissements, même la villa de l'Anse Bleue sur la Côte d'Azur. Tout était à mon nom. La valeur totale, 19 millions d'euros. J'étais la seule à connaître les codes, la seule à avoir les clés. Et Sabine, elle pensait que je n'étais qu'une veuve fragile vivant au crochet de son fils. J'ai souri du même sourire que Gérard appelait autrefois le sourire de quelqu'un qui sait déjà comment l'histoire se termine. Quand le matin est venu, j'étais toujours assise près de la petite fenêtre du garage, observant les premières gouttes de rosée tomber. J'ai entendu Sabine bouger à l'étage, le cliquetis de la vaisselle, l'odeur du café flottant dans l'air. Elle vivait dans l'éclat de la victoire. Et moi, j'attendais simplement que la première carte soit retournée. Je savais exactement quoi faire. Rester silencieuse, observer, me souvenir, et quand le moment serait venu, je leur rappellerais qui possédait vraiment cette maison. Plus tard ce matin-là, Nathan est entré dans le garage avant de partir travailler. Il a hésité à la porte, puis a dit doucement « Je suis désolé, maman. Sabine est juste stressée. Tout ira bien. » J'ai regardé mon fils, le même garçon qui pleurait autrefois dans mes bras quand son premier chien est mort à l'âge de 8 ans, et j'ai réalisé qu'il avait été avalé par la peur du conflit. Il était devenu un homme qui préférait la paix à la justice, surtout si cette paix était la sienne. « C'est bon, Nathan, » dis-je gentiment. « Je sais où est ma place. » La porte s'est fermée. Le bruit de la voiture s'est estompé. J'ai regardé autour de moi la pièce froide, mes doigts effleurant le médaillon que Gérard m'avait laissé. Un courant d'air passait par l'interstice sous la porte, transportant l'odeur humide de l'essence. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré pour moi-même « Très bien, Cassandre, commence par ici. » Ce soir-là, pendant que Sabine et Nathan dînaient dans la spacieuse salle à manger, j'écoutais leur rire d'en bas. Je n'étais ni jalouse, ni en colère. J'étais juste assise là, dans le noir, écrivant mon plan étape par étape dans un petit carnet. Observer. Enregistrer chaque habitude. Trouver les faiblesses. Attendre. Car dans chaque guerre, les silencieux sont toujours les plus dangereux. Et dans cette maison où j'avais été reléguée pour vivre à côté des chiens, je savais que la plus grande bataille de ma vie venait de commencer. Je pensais qu'il n'y avait aucune pièce dans cette maison qui pouvait me sembler étrangère, jusqu'à ce que j'entre dans celle où ils m'ont dit que je resterais pour un moment. Une petite pièce humide, avec une fenêtre étroite, donnant sur les poubelles. Les murs étaient tachés, le plafond marqué par des infiltrations d'eau, et le sol en béton semblait être de la glace. Au milieu se trouvait un lit en fer rouillé, incliné d'un côté, son matelas affaissé par le poids de quelqu'un d'oublié. Contre le mur, une étagère basse contenait quelques boîtes de conserve pour chiens et une lampe sans abat-jour. J'ai posé mes valises et j'ai entrouvert la fenêtre. L'air transportait l'odeur de l'herbe mouillée et des ordures. Dehors, la lumière du jardin vacillait en jaune à travers un rideau déchiré. À l'étage, j'ai entendu la voix de Sabine résonner. « Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions rester. Ce n'est pas un hôtel. » Ces mots tombaient comme des gouttes d'acide. Je n'ai pas répondu. Quand Gérard était en vie, cet espace avait été une remise à outils qu'il appelait en plaisantant « la salle technique ». Maintenant, c'était ma chambre, où je devais apprendre à respirer doucement pour que personne ne me remarque. Le premier matin de ma nouvelle vie a commencé plus tôt que prévu. À 6 heures du matin, quand les chiens ont aboyé, Sabine était déjà à la porte, tenant une tasse de café. « Tu peux m'aider avec le petit déjeuner ?»
dit-elle légèrement, comme si elle donnait un ordre. J'ai une réunion à 8 heures. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste jeté un coup d'œil à la pièce une fois et s'est éloignée. Je me suis changée pour mettre une vieille robe, j'ai enroulé une fine écharpe autour de mon cou et je suis montée. Le froid du carrelage s'infiltrait à travers mes pieds. Sur le comptoir de la cuisine, tout était déjà prêt. Œufs, bacon, pain, orange et une note griffonnée de sa main. Œufs bénédicte pour Nathan. Les enfants aiment les crêpes. Je prendrai quelque chose de léger, juste une salade. Le mot « je » était souligné, comme si elle avait besoin de marquer son territoire. J'ai allumé la cuisinière, mes mains tremblant, non pas de peur, mais de mémoire. Autrefois, Gérard préparait toujours le petit déjeuner. Il aimait son café filtre à l'ancienne, et je le regardais griller le pain en racontant des histoires de son service militaire. Maintenant, j'étais dans la même cuisine, mais toute trace de chaleur avait été effacée. Quand j'ai apporté la nourriture, Nathan est descendu. Ses yeux évitèrent les miens. Il avait l'air fatigué. « Bonjour, maman », murmura-t-il, me donnant un rapide baiser sur la joue, comme si c'était une obligation. J'ai souri. « Tu as bien dormi ?»« Plus ou moins. » Il a jeté un coup d'œil autour de lui et a ajouté « Ne le prends pas personnellement. Sabine est juste tendue. »« Je comprends, » dis-je doucement. La vérité était que je comprenais bien plus qu'il ne le pensait. Il était piégé entre le devoir et la peur. Sabine savait exactement comment culpabiliser un homme juste pour avoir mal respiré. C'était une artiste de la manipulation passive-agressive, tissant une toile de culpabilité et d'obligation autour de mon fils jusqu'à ce qu'il soit incapable de distinguer sa propre volonté de la sienne. Je me souvenais des débuts de leur relation, des petites piques qu'elle lui lançait, des critiques voilées déguisées en plaisanterie. À l'époque, je pensais que c'était de l'immaturité. Aujourd'hui, je voyais le schéma pour ce qu'il était, une lente et méthodique érosion de sa confiance en lui. Quand tout le monde s'est assis pour manger, je suis restée près du comptoir. Sabine a levé les yeux, son ton calme mais froid. « Tu peux débarrasser la table quand on aura fini. Et n'oublie pas de nourrir les chiens. » Pas de s'il te plaît, pas de merci. Nathan sirotait son café, évitant mon regard. Leurs enfants, Eva et Léo, m'ont jeté un regard incertain. Je leur ai souri gentiment. Eva a baissé la tête, tandis que Léo se grattait le cou, en essayant de me rendre mon sourire. Après leur départ, la maison est tombée dans le silence. Je me tenais seule dans la cuisine, le seul son étant le tic-tac de l'horloge. J'ai fait la vaisselle, essuyé les comptoirs et plié les torchons. Chaque mouvement était comme un rituel d'endurance. À midi, j'étendais le linge dans le jardin. La chaleur transportait l'odeur du savon, mélangée à la lumière du soleil. J'ai regardé le magnolia que Gérard avait planté des années auparavant. Il était plus haut que le toit maintenant, ses fleurs blanches brillant sous le soleil. Je me suis souvenu de sa main, de son rire profond quand il disait « Cet arbre te fera de l'ombre un jour, Cassandre. Quand tu seras vieille, tout ce dont tu auras besoin, c'est de t'asseoir dessous. » Maintenant, j'étais vraiment vieille, assise sous ce même arbre, mais personne n'était plus assis à côté de moi. Dans l'après-midi, Eva et Léo sont rentrés de l'école. Je leur ai fait des biscuits comme avant. Eva a hésité en regardant le plateau. « Mamie, maman a dit que tu n'avais plus besoin de faire ça. » Elle a dit « Tu devrais te reposer. » J'ai souri. « J'aime le faire. Allez-y, ils sont encore chauds. » La jeune fille a regardé autour d'elle, puis en a pris un et a pris une petite bouchée. Son visage s'est illuminé. Léo s'est précipité, en a pris 2 et les a glissés dans sa poche. « Ne le dites pas à votre mère, » ai-je chuchoté avec un clin d'œil. Ils ont hoché la tête, puis ont couru à l'étage.
Je les ai regardés partir, le cœur endolori, mais chaud. Au moins, il y avait encore 2 âmes dans cette maison à qui on n'avait pas appris que la gentillesse était une faiblesse. Vers 18 heures, Sabine est rentrée. Elle est allée directement dans le salon, a laissé tomber son sac à main sur la table, a ouvert son téléphone et a commencé un appel vidéo. Sa voix est passée de froide à mielleuse en quelques secondes. Je l'ai entendue rire. Mon Dieu, je suis épuisée, mais ça aide d'avoir une colocataire gratuite à la maison. Le rire d'une femme a résonné depuis le téléphone. Je me suis figée en plein mouvement, le torchon glissant de ma main. Je voulais sortir et dire que la soi-disant bonne gratuite était autrefois la femme qui avait signé le tout premier chèque pour acheter cette maison. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement penchée, j'ai ramassé le torchon, je l'ai plié soigneusement et j'ai continué à essuyer le même endroit. Elle pensait que je ne l'entendais pas. Je l'ai laissé penser cela. Quand la nuit est tombée, je me suis assise dans ma petite chambre, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe jaune. Le son de la télévision venait du salon. Des rires, le cliquetis des couverts contre les assiettes, les enfants se disputant pour des dessins animés. Je ne ressentais pas de colère, juste un vide qui se propageait tranquillement en moi. J'ai ouvert le petit carnet en cuir que Gérard m'avait offert pour notre 40e anniversaire de mariage. La couverture était usée, sentant encore faiblement le vieux papier. J'ai écrit sur la première page. Jour 1. Personne ne se souvient de qui j'étais. Ils pensent que j'ai perdu ma valeur. Mais je ne le leur rappellerai pas. Je les laisserai le découvrir par eux-mêmes. Puis j'ai commencé à noter chaque petit détail. Sabine est rentrée à 17h47. Son manteau empestait le parfum cher. Nathan est arrivé plus tard, à 17h52, l'air fatigué et évitant les conflits. Ava et Léo ont dîné à 18h10. Sabine a bavardé au téléphone avec quelqu'un, riant bruyamment. À 19h35, elle a verrouillé la porte de la chambre principale. Les lignes semblaient sèches et sans émotion, mais pour moi, chacune était un fragment d'une carte menant à la vérité. Tard cette nuit-là, je me suis assise en écoutant la pluie. L'air humide s'infiltrait par les fentes de la porte, froid contre ma peau. J'ai tiré la fine couverture sur moi. Le lampadaire extérieur projetait mon ombre sur le mur. Une vieille petite femme assise seule dans le noir, invisible, indésirable, oubliée. J'ai souri faiblement, juste une lueur traversant la nuit. Je n'étais plus Cassandre Renaud, épouse de Gérard Renaud, maîtresse de la maison du domaine des Chênes. J'étais la femme poussée au plus bas étage de la maison même que j'avais aidé à construire. Mais de cet endroit le plus bas, j'observerais, apprendrais et me préparerais pour mon retour. Quand l'horloge a approché minuit, j'ai fermé le carnet et je l'ai glissé sous mon oreiller. Le plafond brillait faiblement sous les phares des voitures qui passaient. J'ai pensé à quelque chose que Gérard avait dit lors de notre dernier dîner ensemble. Si un jour tu te trouves au fond, Cassandre, souviens-toi que le sol là-bas t'aidera à remonter. Dans l'obscurité, j'ai murmuré. Merci Gérard. Je me souviens encore comment me relever. Dehors, la pluie avait cessé. Les grillons chantaient et le vent glissait à travers les fentes. J'ai fermé les yeux, respirant régulièrement. Demain, je continuerai à nettoyer les sols, à laver les vêtements et à préparer le café à 7h du matin, comme il s'attendait à ce que je le fasse. Car ce n'est qu'en prétendant être celle qu'il pensait que j'étais que je pourrais rester assez longtemps pour voir ce que je devais voir. Et quand le moment viendrait, je serais la seule à savoir comment renverser la partie. À l'intérieur même de cette maison, chaque matin commençait de la même manière, la machine à café bourdonnant à l'étage et les talons de Sabine tapant sur le parquet.
L'horloge du garage indiquait 5h30. Je me réveillais avant l'alarme, par habitude. La pièce était froide, lourde de l'odeur de rouille et d'air humide. J'ai enfilé un vieux cardigan, attaché mes cheveux en arrière, et je suis sortie dans le couloir. Dehors, l'aube était encore grise. La lumière du porche du voisin projetait une lueur pâle à travers ma fenêtre, étirant une longue ombre sur le sol. J'ai monté les escaliers et ouvert la porte de la cuisine. Tout semblait parfait, comme Sabine l'aimait. Des comptoirs en granit poli, des ustensiles alignés en rangées parfaites, et la nappe repassée sans un seul pli. J'ai commencé ma routine, celle de la bonne non rémunérée. œufs bénédicts pour Nathan, crêpes pour les enfants, salade sans vinaigrette pour Sabine. Elle craignait de prendre du poids, mais ne sautait jamais son latte matinale à la crème fouettée. Je cuisinais, disposais et nettoyais selon le programme qu'elle avait écrit sur la note collée au réfrigérateur. Chaque tâche devait être effectuée à la minute près. Si le petit déjeuner était en retard de 5 minutes, Sabine pinçait les lèvres et disait « Tu dois mieux gérer ton temps ». Nathan descendait généralement vers 6h50, la cravate déjà nouée, son eau de Cologne encore fraîche. « Bonjour, maman », disait-il sans lever les yeux de son téléphone. Je souriais. « œuf à la coque ou dur aujourd'hui ?»« Comme d'habitude. »« Merci, maman », répondait-il, les yeux toujours sur l'écran. Sabine apparaissait en dernier, toujours avec cet air délibéré d'être occupée. « Repasse ma robe bleu marine, s'il te plaît. J'ai une présentation au club aujourd'hui. » Elle ne me jetait même pas un regard. Elle se versait juste son café et s'asseyait avec son magazine de mode. « Et nettoie mes talons couleur chair. Il y a une tache sur le talon. »« Pas de s'il te plaît, pas de merci. » Sa voix était légère, détachée, comme quelqu'un donnant des ordres à un subordonné. Ce matin-là, en nettoyant ses chaussures, mes doigts ont effleuré une petite éraflure sur le cuir. Je me suis souvenue du jour où je les lui avais offertes pour son anniversaire, il y a 2 ans. Elle les avait déballées avec un sourire forcé. « Oh, merci Cassandre. Elles sont pratiques. » Pratique. C'était le mot qu'elle utilisait pour tout ce qui venait de moi. Une façon polie de dire que c'était démodé, sans valeur. Gérard, lui, m'avait toujours offert des cadeaux qui parlaient de notre histoire, des objets qui avaient une âme. La dernière chose qu'il m'avait donnée était une simple boussole en laiton. « Pour que tu ne perdes jamais le nord, mon amour, même si je ne suis plus là pour te guider. » Je l'avais serrée dans ma main ce jour-là, et je la serrais encore dans ma poche maintenant. Un rappel tangible de ce qu'était le véritable amour, le véritable respect. Nathan quittait rarement la maison après le petit déjeuner. Il laissait derrière lui la vaisselle et un rapide « Je dois aller au bureau ». La porte se fermait et sa voiture s'éloignait. J'entendais Sabine arpenter la maison, ses talons hauts tapant régulièrement sur le sol. Elle était au téléphone, mi-chuchotant, mi-riant. J'ai regardé pour une maison de retraite à Valence. Le coût est bien moins cher que de la garder ici. Non, Nathan n'a pas besoin de savoir. Les hommes sont faciles à convaincre. Dis juste « avantage financier » et ils seront d'accord. Je me tenais dans le couloir, appuyée contre le mur, tenant toujours un chiffon humide. Chaque mot coulait dans mon oreille, comme de l'acide, lent et brûlant. Une maison de retraite moins chère. Ces mots résonnaient dans ma tête. J'ai compris alors que pour Sabine, je n'étais plus la mère de son mari. J'étais une dépense qu'elle était impatiente de réduire. À midi, j'ai mangé une tranche de pain froid dans ma chambre. Le vieux climatiseur à l'étage cliquetait faiblement. J'ai ouvert mon carnet et j'ai ajouté une nouvelle ligne. Jour 7. Sabine recherche des maisons de retraite à Valence. Je n'étais pas en colère, juste calme, d'un calme déconcertant. La colère obscurcit le jugement,
et j'avais besoin de clarté plus que jamais. Cet après-midi-là, je suis montée pour repasser les vêtements. Dans le dressing de Sabine, l'air embaumait le parfum Chanel et le tissu neuf. Les portes de son placard étaient restées grandes ouvertes, des rangées de robes, de chaussures et de sacs classés par couleur. Je repassais chaque pièce avec soin, comme si je touchais quelque chose qui ne m'appartenait plus. Sur la coiffeuse, un relevé de carte de crédit était ouvert. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais les caractères gras ont attiré mon attention. Spa Sérénité, 1200 €. Une autre page indiquait retraite de yoga à Gstad, 3450 €. J'ai froncé les sourcils. Nathan m'avait dit la semaine dernière que son entreprise resserrait son budget, et pourtant Sabine avait acheté un nouveau sac Hermès. Je n'ai rien touché. J'ai simplement pris note. Cet après-midi, quand Ava et Léo sont rentrés, je pliais le linge sur le canapé. Ava s'est approchée, tenant son carnet de croquis. « Mamie, pourquoi ne retournes-tu pas dans ta propre maison? Maman n'a pas l'air contente que tu sois là. » J'ai souri et lui ai caressé les cheveux. « J'économise de l'argent, ma chérie. C'est plus facile de m'occuper de vous deux de cette façon. » Ava a penché la tête, ses yeux plus sages que son âge. « Mais mamie, tu n'as pas besoin d'économiser. Papa a dit que tu avais des économies. » J'ai souri gentiment. « Ah oui? Eh bien, parfois les adultes économisent des choses, non pas pour les dépenser, mais pour attendre le bon moment. » Elle a hoché la tête, ne comprenant pas tout à fait, mais elle est restée silencieuse. Léo a accouru en agitant un papier. « Regarde, mamie, j'ai eu un A en histoire. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant mon cœur s'adoucir. Dans cette maison froide, ces deux enfants étaient la seule chaleur restante. Ce soir-là, Nathan est rentré tard. Sa cravate était desserrée. La sueur mouillait son col. « Tu as mangé ?» ai-je demandé. « Pas encore, mais ne t'inquiète pas. Sabine a dit qu'elle commandait à emporter. » J'ai juste hoché la tête. Alors qu'il montait les escaliers, j'ai entendu la voix de Sabine venir du salon. « Je t'ai dit que le coût pour garder ta mère ici est plus élevé que prévu. Si nous la déplaçons dans une maison de retraite, nous pourrons vendre la maison de vacances de la Grande Motte. N'est-ce pas plus logique ?» Nathan est resté silencieux un long moment, puis a murmuré. « Sabine, maman est encore en bonne santé. Ce n'est pas si grave pour le moment. »« Tu es toujours si mou ?» a-t-elle ricané. « Le temps que tu t'en rendes compte, l'argent aura déjà disparu. » Je me tenais dans l'ombre près de l'escalier, écoutant chaque mot. Je n'ai pas interrompu. J'avais appris que le silence, utilisé à bon escient, vaut plus que 1000 arguments. Après le dîner, quand tout le monde dormait, j'ai nettoyé la cuisine. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. J'ai lavé chaque verre, je l'ai séché et je l'ai placé soigneusement sur l'étagère. Le reflet du comptoir en marbre froid scintillait sous la lumière. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti mon carnet en cuir. Mon stylo bougeait lentement, chaque mot délibéré. Jour 8. Les factures de spa et de yoga ne correspondent pas. Nathan semble inconscient. Sabine a mentionné la vente de la maison de la Grande Motte. Sur la page suivante, j'ai écrit 3 mots en gras. Commencer à tout suivre. Je n'étais pas douée en technologie, mais Gérard m'avait appris à utiliser les services bancaires en ligne et à gérer les dossiers financiers. Son ancien bureau avait encore l'ordinateur de bureau et les vieux registres. Je connaissais le mot de passe. Chaque nuit, une fois la maison endormie, je montais. La lueur bleu pâle de l'écran éclairait mon visage. J'ai vérifié le compte bancaire joint que Nathan et Sabine partageaient, celui que Gérard avait aidé à créer pour soutenir leur start-up. Après quelques recherches, j'ai remarqué un schéma suspect.
des retraits d'espèces réguliers chaque mois. Parfois quelques milliers d'euros, parfois plus de 10 000. Le destinataire était une société appelée Placement Serein SARL. J'ai fait des recherches. Pas de bureau, pas d'employé, juste une adresse de boîte postale à Valence. Je suis restée assise là un long moment. L'odeur de café froid emplissait la pièce. Puis, j'ai éteint l'ordinateur, fermé la porte, et je suis redescendue, au garage. Avant de dormir, j'ai écrit dans mon carnet. Les chiffres ne concordent pas. De l'argent disparaît. Besoin de confirmer. Ne rien dire à Nathan. J'ai posé le stylo et j'ai regardé la petite pièce. Le lampadaire extérieur projetait un faisceau de lumière sur le mur rouillé. Je me suis allongée, écoutant les insectes dehors et le vent qui frôlait le toit. Je savais qu'il voulait que je parte de cette maison, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était ceci. Quand une femme a tout perdu, sa dignité est la dernière chose pour laquelle elle se battra. Et moi, Cassandre Renaud, j'avais commencé ma bataille, non pas avec des cris, mais avec un stylo et un silence mortel. J'ai attendu que Sabine et Nathan quittent la maison avant de prendre le téléphone. L'air dans la cuisine ce matin-là semblait lourd, comme si quelqu'un avait scellé toutes les portes et oublié de laisser une sortie. Sur la table, une tasse de café froid était intacte. J'ai regardé par la fenêtre le jardin de magnolias, baigné dans la lumière du début de mai, les fleurs blanches toujours épanouies, bien que personne ne se soucie de les regarder. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro. La voix de l'homme à l'autre bout du fil a fait trembler légèrement mes mains. Cabinet d'avocat Martin. Ici Caleb. Caleb, c'est moi, Cassandre Renaud. Une pause, puis sa voix s'est adoucie, chaude et prudente. Madame Renaud, j'attendais votre appel. Quand pouvez-vous venir? Il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. J'ai vérifié l'horloge. Seulement 8h40. Sabine était déjà partie à sa réunion. Nathan était probablement au bureau. Je serai là dans 1 heure, dis-je, et j'ai raccroché. Je me suis changée pour mettre une simple robe de couleur crème, j'ai attaché mes cheveux soigneusement et j'ai pris mon petit sac à main. Avant de partir, j'ai ouvert le tiroir du bas, j'ai sorti mon carnet en cuir, un stylo et la vieille clé que Gérard utilisait pour son coffre-fort privé. Les tenir, c'était comme tenir la dernière partie de moi-même. Le trajet jusqu'au cabinet Martin & Associés n'était pas long, mais je l'ai fait lentement. Le trafic matinal remplissait Lyon. Le soleil scintillait à travers le pare-brise, brillant sur mes mains. C'était étrange et pourtant familier. Autrefois, j'étais la femme assise sur le siège passager à côté de Gérard, l'écoutant parler des marchés et des investissements. Maintenant, je conduisais seule en silence. Le bureau de Caleb, maître Martin, se trouvait dans un vieil immeuble en briques rouges dans le centre-ville. Une plaque en laiton portant son nom brillait au soleil. Il m'a accueilli à la porte avec la même présence calme que toujours, costume gris, cravate bleue et le sourire aimable d'un homme qui avait travaillé avec Gérard pendant près de 20 ans. « Cassandre, dit-il en me serrant la main. C'est bon de vous revoir et mes condoléances une fois de plus. J'ai hoché légèrement la tête. Merci, Caleb, mais je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour pleurer. Il a acquiescé et m'a fait signe d'entrer dans la salle de conférence. Elle était lumineuse avec des peintures de paysages sur les murs, une table en acajou brillant et la légère odeur de papier frais mêlée à du thé Earl Grey. Sur la table se trouvait un épais dossier dans une couverture bleue étiquetée « Actif et fiducie de Gérard Renaud ». Caleb a ouvert le dossier, sa voix lente et précise, comme un homme lisant un testament de mémoire. Gérard a mis en place une fiducie gestion, une forme de trust
qui sécurise la propriété pour le bénéficiaire. Cette maison du domaine des Chênes, la villa de l'Anse Bleue sur la Côte d'Azur. Toutes les actions, obligations et comptes d'investissement sont à votre nom, pas en copropriété, entièrement à vous. Je suis restée immobile. Mes oreilles bourdonnaient. Chaque mot de Caleb semblait venir de loin, comme s'il traversait une épaisse couche de brouillard. Gérard avait pensé à tout. Il avait tissé un filet de sécurité autour de moi. Un filet si discret que même moi, sa plus proche confidente, je n'en avais pas soupçonné l'existence. La fiducie, ce mot technique et froid, était en réalité sa dernière lettre d'amour, sa promesse silencieuse de veiller sur moi-même après son départ. Caleb a fait glisser une autre pile de papier avec une signature familière en haut. La main de Gérard, légèrement inclinée, ferme et stable, comme lorsqu'il signait nos cartes de Noël. J'ai lu lentement, ligne par ligne, jusqu'à la note manuscrite à la fin. Assure-toi que Cassandre n'ait jamais à dépendre de personne. Jamais. J'ai posé les papiers. Mes mains tremblaient. Un sanglot s'est échappé avant que je puisse l'arrêter. Caleb m'a tendu un mouchoir avec douceur. Il a préparé tout cela il y a plus d'1 an, après une hospitalisation pour un problème cardiaque. Il m'a dit « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur que Cassandre doive demander la permission à quelqu'un pour vivre dans sa propre maison. » Je ne pouvais pas parler. Je ne sentais que la douleur se répandre en moi, mêlée à une chaleur étrange, comme si Gérard était encore assis à côté de moi, me tenant la main à travers le temps. Caleb a continué, sa voix toujours égale. Le total estimé actuel est de 19 millions d'euros. Cela inclut la propriété du domaine des Chênes, la villa de l'Anse Bleue, un portefeuille d'actions dans le secteur de l'énergie, des obligations d'État et des comptes de placement pour la retraite. Le tout scellé sous votre nom. J'ai dégluti. Et Nathan? Il a une part, mais à un niveau de soutien. Gérard disait toujours, si Nathan a la tête sur les épaules, il construira sa propre richesse. Sinon, lui donner trop ne fera que le gâter. J'ai ri à travers mes larmes. C'était tout à fait Gérard. Pragmatique, direct, mais plein d'amour. Caleb a croisé les mains, assis en face de moi. Cassandre, je sais que vous êtes sous pression. Mon conseil, ne laissez personne savoir cela. Surtout pas Sabine. Gardez tout comme d'habitude. Quand le moment sera venu, je vous guiderai pour tout officialiser. J'ai hoché la tête. Je comprends. Merci, Caleb. Vraiment? Gérard disait que vous étiez la seule personne en qui il avait confiance pour utiliser l'argent de la bonne manière. Il a souri doucement. Et je crois qu'il avait raison. En sortant du bureau, je suis restée un long moment sur le perron. Le vent du trafic tirait sur le bord de mon châle. La lumière du soleil tombait en biais sur la rue, faisant tout briller. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Les larmes collaient encore à mes joues, mais je ne me sentais plus froide à l'intérieur. Les gens disent que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est peut-être vrai, mais il peut acheter la liberté de choisir comment vous serez traité. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un petit café de quartier. J'ai commandé un cappuccino, la boisson que Gérard me commandait toujours chaque dimanche matin. En attendant, j'ai ouvert mon téléphone, créé une nouvelle adresse e-mail avec un mot de passe de plus de 16 caractères et mis en place des sauvegardes automatiques pour les fichiers que Caleb avait envoyés. Chaque étape était prudente, exacte, comme si je reconstruisais une forteresse autour de moi. Quand je suis rentrée à la maison, Sabine était déjà là. Elle était assise sur le canapé, au téléphone, sa voix étrangement douce. « Oui, je peux déplacer l'argent d'ici le week-end. Assure-toi juste que tout soit finalisé avant le mois prochain. »
D'accord. J'ai traversé le salon d'un pas léger, gardant mon visage neutre. Sabine m'a jeté un coup d'œil et a dit une dernière phrase dans le téléphone. Ok, on en reparle plus tard. Puis, elle a raccroché et a souri. Oh, tu es de retour. J'allais justement te demander un petit service. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple pour la famille. Nathan avait l'air épuisé, tandis que Sabine parlait sans arrêt d'un investissement immobilier à Valence. Ses yeux s'illuminaient comme quelqu'un regardant un rêve. Mon partenaire et moi examinons un nouveau projet. Si tout se passe bien, avec seulement 50 000 € d'acompte, le retour pourrait doubler en 6 mois. J'ai tranché la viande et j'ai souri. Ça semble prometteur. As-tu vérifié l'aspect juridique du projet? Elle a fait une pause, puis a forcé un rire. Bien sûr, je ne suis pas stupide. Nathan a murmuré quelque chose, manifestement ignorant tout du plan. Je me suis assise tranquillement et j'ai écouté, ajoutant plus de légumes dans l'assiette d'Ava, pendant que je calculais. Si Sabine déplaçait vraiment l'argent, je pourrais le suivre grâce au relevé. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de silence. La nuit est tombée. La maison s'est assombrie, ne laissant que la lueur de la télévision du salon. Je me suis allongée sur le vieux lit en fer, l'écran de l'ordinateur portable allumé. J'ai sauvegardé tous les documents de Caleb sur un disque sécurisé. Puis, j'ai imprimé des copies pour les stocker dans le petit coffre-fort que Gérard avait laissé. J'ai changé mes mots de passe bancaire, activé l'authentification à 2 facteurs et créé un compte caché pour y acheminer les données. Chaque frappe de touche ressemblait à un battement de cœur régulier, pas de la peur, une clarté froide. À l'étage, Sabine riait bruyamment dans la chambre principale. Sa voix résonnait à travers le plancher comme un son creux dans une maison vide. Nathan restait silencieux, comme toujours. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai souri pour moi-même. Elle pensait vivre dans la victoire, que je n'étais qu'une vieille femme oublieuse attendant d'être jetée dehors. Elle ne savait pas que le jeu avait commencé et que le premier coup était déjà le mien. J'ai fermé mon carnet en cuir, je l'ai posé près de mon oreiller et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai entendu le vent bouger à travers les magnolias à l'extérieur, doux mais persistant, comme la voix de Gérard qui me revenait. Cassandre, quand tu connais la vérité, n'aie pas peur. Utilise-la comme une lumière. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu silencieusement. Oui, mon amour. La lumière est de retour, et cette fois, elle brillera droit sur ceux qui pensent être au-dessus de tout. J'ai toujours cru que les meilleurs menteurs se trahissent dans les plus petits détails, comme le parfum qu'ils portent pour un cours de yoga l'après-midi. Ce matin-là, Sabine portait un sac en cuir blanc, des leggings serrés, mais un maquillage complet digne de la télévision. Lèvres rouges foncées, paupières argentées scintillantes, et un parfum si fort qu'il masquait l'odeur du café dans la cuisine. Je n'ai pas posé de questions. Je me tenais à l'évier en faisant la vaisselle, observant son reflet dans la fenêtre. « Nathan, dit-elle doucement. Déjeune avec ton client, d'accord? J'ai un cours de yoga en ville et je risque de rentrer tard. » Il a juste murmuré un « d'accord ». Pas la moindre trace de doute. La porte du garage s'est fermée. Le moteur de la voiture s'est estompé. J'ai vérifié l'heure. 9h52. Elle a dit « yoga en ville ». Mais je savais qu'il y avait des talons au beige dans son coffre, le genre que personne ne porte pour le yoga. Je me suis séché les mains et j'ai pris mon sac à main. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait. Le vieux téléphone de Gérard que j'avais configuré pour enregistrer des vidéos discrètement. En fin de matinée, Lyon était baigné de soleil. J'ai appelé un taxi et j'ai dit au chauffeur de suivre la BMW blanc perle qui nous précédait. Le chauffeur, un homme plus âgé, m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et a souri légèrement.
Les gens ne suivent quelqu'un que lorsque, au fond, ils savent déjà ce qu'ils vont trouver. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai répondu doucement. Je le sais. Et je suis prête. Nous avons tourné dans des rues pavées et nous nous sommes arrêtés à l'hôtel Argonaut, un endroit chic du centre-ville où les gens vont pour conclure des affaires ou avoir des liaisons, parfois les deux. J'ai demandé au chauffeur d'attendre, puis je suis sortie. Le vent chaud transportait l'odeur humide de l'asphalte et une trace de parfum de luxe provenant du grand hall. Je me suis tenue à quelques mètres de la porte, lunettes de soleil sur le nez, observant. En moins de 5 minutes, Sabine est sortie de sa voiture, ses talons brillants au soleil, vêtue d'une robe en soie turquoise ajustée, les cheveux légèrement bouclés, et un sourire que je n'avais jamais vu à la maison. Elle est entrée directement, sans regarder autour d'elle. Je l'ai suivie à une distance de sécurité. Le hall sentait le bois poli et les orchidées blanches. Dans le coin, près du bar, était assis Damien Colbert. Je l'ai reconnu d'après la photo de son profil de courtier. Jeune, grand, les cheveux plaqués en arrière et le sourire poli d'un homme vendant des illusions. Sabine s'est assise en face de lui. Ils se sont touchés les mains par-dessus la table et il a fait glisser une épaisse enveloppe marron vers elle. J'ai fait une pause près d'une jardinière, j'ai sorti le téléphone et j'ai maintenu mon doigt sur l'écran. La caméra a commencé à tourner. Ils ont parlé pendant environ 15 minutes. Je n'ai pas pu saisir chaque mot, mais son visage en disait assez. Ce sur quoi ils se mettaient d'accord n'avait rien à voir avec le yoga ou le bien-être. À la fin, Damien a pris sa main et lui a baisé le poignet. Sabine a gloussé, penchant la tête, le laissant faire. J'en avais assez vu. Quand elle s'est levée pour partir, je me suis glissée vers la sortie et je me suis fondue dans la foule. Sur le chemin du retour, j'ai regardé l'enregistrement. Le visage de Sabine était clair, les yeux fiers, une épaisse enveloppe à la main. Les lèvres disant quelque chose qui a fait rire Damien. J'ai avancé rapidement et j'ai zoomé. Elle a touché le revers de sa veste. Une promesse sans parole. J'ai sauvegardé la vidéo 2 fois, une sur le téléphone, une sur un cloud privé. En fin d'après-midi, le ciel menaçait de pleuvoir. Nathan est rentré plus tôt que d'habitude, la chemise humide, apportant l'odeur d'une nouvelle tempête. Sabine était déjà là, les cheveux relevés, en tenue de sport, une serviette autour du cou. Elle se tenait devant le miroir, la voix douce comme de la brume. Tu sais, le cours de yoga était bondé aujourd'hui, mais je me sens tellement plus légère. Je devrais y aller plus souvent. Nathan a souri, la croyant. Je suis content que tu aies pu te détendre. Je suis passée et j'ai posé un plateau sur la table. Les yeux de Sabine se sont posés sur moi, froids comme de l'acier, mais elle a continué à sourire. Cassandre, pourrais-tu me faire une tasse de tisane? J'ai besoin de me détoxifier. Bien sûr, ai-je dit. Avec un parfum aussi fort aujourd'hui, je pense que tu as vraiment besoin d'une détox. Elle s'est figée une seconde, puis a ri un peu trop fort. Tu es toujours si directe. J'ai emporté le plateau, étrangement calme. Cette phrase, une petite lame que j'avais lancée juste pour voir comment elle réagirait. Et dans ce sourire, elle avait laissé paraître un tremblement. Cette nuit-là, la maison était inhabituellement silencieuse. Vers 23 heures, j'ai entendu les talons de Sabine claquer dans le couloir et s'arrêter dans le salon. J'ai retenu ma respiration. Elle n'a pas réalisé que la lueur de son ordinateur portable filtrait par la porte entr'ouverte, le genre de lumière qui trahit les secrets. Quand elle est montée, j'ai attendu 10 minutes de plus. Puis, je suis sortie, silencieuse comme une ombre. L'ordinateur portable était toujours ouvert. Pas de mot de passe. Je me suis assise, le cœur battant, les mains stables.
L'écran affichait une boîte de réception. L'objet du premier message était « Document de divorce presque terminé. J'attends juste la confirmation de la succession. » Quand j'ai lu cette ligne, « Document de divorce presque terminé. J'attends juste la confirmation de la succession. » Mon cœur n'a pas souffert comme je m'y attendais. Il est juste devenu froid. Froid comme si l'amour n'avait jamais vécu dans cette maison. Et vous, si vous étiez à ma place, que feriez-vous après avoir appris que quelqu'un dans votre maison attendait de signer un verdict de trahison? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si votre cœur choisirait le silence ou le combat. En dessous, le nom de l'expéditeur, David Carrera, avocat personnel. J'ai fait défiler lentement et j'ai lu chaque ligne. Une fois le transfert d'actifs terminé, vous pourrez procéder au divorce sans obstacle juridique. Comme convenu, la partie au nom de votre mari peut être transférée via la société écran établie à Valence. Assurez-vous que la belle-mère n'interfère pas. D. J'ai senti mon cœur s'arrêter, comme un lac avant une tempête. Ce n'était plus de la colère. C'était une clarté absolue. Elle ne voulait pas seulement m'humilier. Elle complotait pour voler toute la vie de Nathan. Et si elle réussissait, elle prendrait chaque actif qu'elle pensait appartenir à sa famille. J'ai sorti mon téléphone, je suis passé en mode silencieux et j'ai photographié chaque page de l'email. Puis j'ai branché une petite clé USB, du genre que Gérard utilisait pour les contrats, et j'ai copié toutes les données. Le temps s'étirait, suffocant. Chaque clic de souris ressemblait à un battement de cœur martelant dans la pièce silencieuse. Quand ce fut terminé, j'ai retiré la clé USB, effacé l'historique de navigation et fermé l'ordinateur portable. Je me suis levée et j'ai écouté. À l'étage, Sabine riait du rire creux de quelqu'un qui pense avoir tout caché parfaitement. Je suis retournée dans ma petite chambre sous le garage. La lumière de la rue se déversait sur le mur, divisant mon ombre en deux. Une moitié, la femme humiliée, l'autre moitié, celle qui venait de prendre le pouvoir. J'ai ouvert mon propre ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier nommé Lotus, le nom que Gérard utilisait dans ses lettres d'amour. Cassandre, tu es un lotus qui sort de la boue, mais jamais souillé. J'y ai sauvegardé toutes les données. Puis j'ai envoyé une copie au compte email secret que seul moi connaissais. Une autre copie est allée à Caleb Martin. Pas de message joint, juste l'objet. Gardez ceci pour moi, au cas où ce serait nécessaire. Fait. Je me suis adossée à ma chaise. La pluie tambourinait sur le toit du garage comme un rythme régulier. J'ai souri légèrement. Dans le noir, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à Gérard, l'homme qui m'avait dit « Ne remets jamais ton destin à quelqu'un qui ne peut pas tenir sa parole. » Je n'avais pas écouté au début, mais maintenant, je l'avais fait. Sabine se croyait la chasseresse, mais chaque chasseur a quelqu'un qui le chasse. Elle pensait être sur le point de s'échapper de la cage, ne sachant pas qu'elle était déjà entrée dans le piège que je lui tendais. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai éteint la lumière. Un léger sourire a touché mes lèvres. Non pas le sourire d'une victorieuse, mais celui de quelqu'un de nouvellement éveillé. Il a plu toute la nuit sur Lyon, mais je n'ai pas eu froid, car je savais qu'à partir de ce moment, le jeu du pouvoir n'appartenait plus à Sabine. Ce matin-là, j'ai entendu la porte du bureau à l'étage grincer. Le léger frottement du métal sur le bois m'a fait sursauter. Nathan entrait rarement dans cette pièce. Depuis la mort de Gérard, la porte était restée fermée, accumulant la poussière comme un souvenir que personne n'osait toucher. Je préparais le café dans la cuisine quand je l'ai entendu appeler, la voix choquée. « Maman! Maman! Monte une seconde !» Le son m'a fait lever la tête immédiatement. Depuis des mois, Nathan n'avait jamais utilisé ce ton, la voix d'un fils regardant quelque chose que son esprit ne pouvait pas encore traiter. Je me suis séché les mains
et j'ai monté les escaliers, le cœur battant, bien que mon visage soit resté calme. La porte du bureau était grande ouverte. La lumière du matin inondait la pièce, se déversant sur le bureau en chaîne. Nathan se tenait là, tenant une pile de papiers jaunis. Je les ai reconnus immédiatement. Le testament. Original de Gérard. Le tiroir du bureau avait été tiré. Des papiers étaient éparpillés, mais ce dossier était centré sur le bois, comme si le propriétaire lui-même venait de le poser. Nathan m'a regardé, les yeux grands ouverts, confus et blessé. « Maman, cette maison est à toi. » Je me suis approchée, traçant la pente familière de l'écriture ferme de Gérard. J'ai dit calmement, d'une voix stable, « Oui, ton père voulait me protéger. Il avait peur que je sois blessée si tout tombait entre de mauvaises mains. » Nathan n'a rien dit. Il serrait les papiers plus fort, comme si le poids de la vérité s'était posé sur ses épaules. À ce moment-là, Sabine est apparue à la porte. Ses yeux étaient aussi tranchants qu'un couteau, son rouge à lèvres rouge vif, ses cheveux ébouriffés comme si elle venait de se lever, mais sa voix était forte et claire. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu tiens, Nathan ?» Il n'a pas eu le temps de le cacher. Il s'est retourné et a balbutié. « C'est le testament de papa. » Sabine s'est avancée et a arraché le document. Ses yeux ont parcouru les lignes, puis elle a soudainement crié. « Pas question. Tu as caché ça. Tu as fait semblant d'être pauvre pour nous manipuler. » Je me suis redressée, j'ai posé lentement ma tasse de café et j'ai rencontré son regard avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez moi auparavant. « Manipuler ? Non, Sabine. Je suis restée silencieuse pour voir ce que tu ferais quand tu pensais avoir le pouvoir. » Elle a ri, un rire dur et strident. « Oh, c'est la meilleure. Tu t'attends à ce que nous croyions que tu étais juste en train d'observer pendant que tu me laissais cuisiner, nettoyer et m'occuper de toi comme une bonne ?» J'ai haussé un sourcil et je n'ai rien dit. Nathan est intervenu, la voix tremblante. « Sabine, ça suffit. »« Ça suffit ?» a-t-elle lancé. « Comme tu es naïf, Nathan. Elle a joué la victime pour te faire sentir coupable. Et maintenant, elle prétend que cette maison est à elle. Tu ne vois pas qu'elle se moque de nous ?» J'ai calmement ouvert mon sac à main et j'ai sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos de Sabine à l'hôtel Argonaut, riant avec Damien Colbert, une enveloppe à la main. La lumière du soleil de la fenêtre éclairait le bureau alors que je les posais à côté du testament. Puis j'ai ajouté les emails imprimés, des mots qui ne pouvaient être niés. « Peut-être, » dis-je d'un ton égal. « Devrais-tu lire ceci avant de raconter un autre mensonge ?» Le silence a rempli le bureau. Seule l'horloge faisait tic-tac. Sabine tenait les photos, ses yeux s'écarquillant, ses lèvres tremblant. « Tu m'as suivi ?»« Non, » dis-je. « Je suis allée à ton cours de yoga. Il s'avère que c'est là que les gens signent des papiers de divorce et divisent en des actifs. » Nathan était figé. Quand il a lu la dernière ligne de l'email, son visage est devenu blanc. Il a regardé sa femme, la voix étranglée. « Sabine, document de divorce presque terminé. J'attends juste la confirmation de la succession. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a posé les papiers et a essayé de se ressaisir. « Tu ne comprends pas. C'est un plan financier. »« C'est une trahison. » ai-je coupé, ma voix posée, chaque mot tombant comme une pierre. La trahison du mari qui te faisait confiance et de la mère que tu as traitée comme un fardeau. Sabine a reculé, les joues rouges de fureur. « Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu nous as trompés. Tu as fait semblant d'être fauché pour nous tester. Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» J'ai regardé droit dans ses yeux, puis Nathan, la tête baissée, les poings serrés. « Je n'essaie rien de prouver, » dis-je, la voix basse. « Je t'ai simplement laissé montrer
Qui tu es vraiment? Les mains de Nathan tremblaient. Il a posé les papiers sur le bureau et a murmuré. J'ai été si stupide. Non, dis-je doucement. Tu as juste été silencieux trop longtemps. Et le silence, Nathan, peut être plus cruel que l'action. Il a relevé la tête, les yeux humides. Maman, je suis désolée. J'ai secoué la tête. Ne le dis pas. Regarde simplement comment tu es resté silencieux et comprends pourquoi ils se sont sentis libres de traiter ta mère comme ça. La pièce est redevenue silencieuse. Seule la respiration saccadée de Sabine brisait l'air. Elle a reculé, puis a soudainement crié, la voix rauque. Cette vieille femme nous a trompés. Tu ne vaux pas mieux qu'une menteuse. J'ai souri légèrement, juste assez pour la couper court. Non, Sabine, je n'ai trompé personne. J'ai été patiente et j'ai laissé chacun révéler sa propre nature. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de Gérard, ma main sur le bureau, sentant le grain et chaque cicatrice que le temps avait laissée. Ici, pendant des années, je m'étais assise à côté de mon mari, planifiant des rêves et les prochaines étapes. Aujourd'hui, j'étais assise seule, mais je n'étais plus la femme reléguée au plus bas étage. Nathan s'est affalé sur la chaise en face de moi, la tête baissée. Sabine se tenait près du mur, respirant fort, les yeux fuyants comme un animal acculé. J'ai ouvert le tiroir et j'ai posé une petite clé sur le bureau, la clé du coffre-fort. À l'intérieur se trouvent tous les documents pour les actifs, les comptes et la villa sur la Côte d'Azur. Et ceci, j'ai regardé droit vers Sabine, est la preuve de tout ce que tu as fait. Si je le choisis, un seul appel téléphonique envoie tout à mon avocat. Sabine s'est raidie, puis a ri amèrement. Tu penses avoir gagné? Je me suis levée et j'ai ajusté mon col. La lumière du matin a frappé mon visage et s'est reflétée dans des yeux qui ne connaissaient plus la peur. Non, Sabine, je n'ai pas gagné. J'ai simplement repris la place que je n'aurais jamais dû perdre. Nathan est parti le premier, sans un mot, les pas lourds. Il ne restait plus que nous deux. Sabine s'est appuyée contre le mur, les mains tremblantes, les lèvres serrées. Tu sais, dit-elle doucement, je pensais que tu étais faible. Il s'avère que tu attendais juste le bon moment pour retourner le couteau. Je l'ai regardé calmement. Non, Sabine, je n'ai poignardé personne. J'ai simplement cessé de laisser les gens me marcher dessus. Elle a dégluti, s'est retournée et est sortie précipitamment. La porte a claqué, faisant trembler les vitres. Je me suis assise et j'ai regardé autour de la pièce. Tout était pareil, sauf ce que je ressentais. Un chapitre s'est refermé. Pas de bruit, pas de théâtralité, juste la vérité, mise à nu, brillante comme la lumière du soleil, à travers une vitre. Cet après-midi-là, j'ai mis de l'ordre sur le bureau de Gérard. Dans le tiroir, son vieux stylo plume était resté. Je l'ai pris, je l'ai essuyé et je l'ai remis dans son étui. Sur l'étagère, la photo de famille était toujours là. Moi, Gérard, Nathan, les deux petits-enfants et Sabine. J'ai décroché le cadre, j'ai fait glisser la vitre et j'ai retiré la photo, puis je l'ai soigneusement coupée en deux. Le côté droit où se tenait Sabine, je l'ai plié et je l'ai placé dans une enveloppe séparée, que j'ai enfermée dans le meuble. Je ne la détestais pas. La haine est un fardeau. Je me suis simplement souvenue, car la mémoire est la preuve la plus solide de la justice. Alors que la lumière de l'après-midi se déversait sur le sol en une bande dorée, je savais qu'à partir de ce moment, j'étais officiellement de retour à ma juste place en tant que maîtresse de cette maison et de ma vie. Et cette fois, je ne laisserai plus personne me pousser au plus bas étage. Le lendemain midi, le ciel de Lyon était bas et gris, lourd de tempête. La maison semblait pesante, comme si tout à l'intérieur
se préparer à l'inévitable. J'étais assise dans le salon, triant les documents de Caleb pour les prochaines étapes, quand une porte à l'étage a claqué fort, furieuse, implacable. Nathan est descendu, pâle, les poings serrés. « Maman !» dit-il, la voix tremblante mais ferme. « Je n'en peux plus. » Je l'ai regardé et je n'ai pas posé de questions. Il a dégluti et a continué. J'ai tout lu. J'ai vu les emails, les photos. Je sais que tu n'inventes rien. Et je sais que je suis resté silencieux trop longtemps. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai dit doucement : « C'est bon, Nathan. Je savais que ce jour viendrait. » Il a pris une profonde inspiration et a crié : « Sabine, descends ici !» Sa voix a déchiré la maison, tranchant l'air des escaliers et claquant contre les murs. J'ai entendu une porte s'ouvrir violemment et les coups secs de talons hauts sur le bois. Sabine est descendue, vêtue d'une robe rouge vif, le rouge à lèvres épais, le visage comme de la glace. « Pourquoi cries-tu » a-t-elle lancé. « Sors de cette maison » a dit Nathan, chaque mot projeté en l'air comme une brique. Sabine a ri, non pas blessée, mais méprisante. « Sors de cette maison ! De quoi parles-tu, Nathan ?» Elle a penché la tête, moqueuse. « Cette maison n'a jamais été la tienne. Regarde autour de toi. Tout ici est grâce à moi et à toi. Tu vas juste au travail et tu t'assois. Sans moi, cet endroit serait pire que le garage où vit ta mère. » Nathan a serré les poings, les lèvres tremblantes, mais il n'a pas répondu tout de suite. Je me suis levée et je me suis interposée entre eux. « Sabine, » dis-je doucement mais fermement, « tu devrais arrêter. » Elle s'est tournée vers moi, le sourire disparu. « Toi encore ? Ça suffit, Cassandre. Je n'ai pas besoin d'une autre leçon. Tu penses que quelques papiers de testament signifient que tu peux me jeter dehors ? » J'ai gardé mon regard fixe sur elle. « Je n'ai besoin de jeter personne dehors, Sabine. C'est toi qui te mets à la porte. » Les enfants, Eva et Léo, se tenaient en bas de l'escalier, s'accrochant l'un à l'autre. Leurs yeux étaient grands ouverts de peur, observant les adultes comme une tempête qui approche. Je me suis tournée vers eux, leur ai adressé un doux sourire et j'ai gardé ma voix légère comme l'air. « Ce n'est rien, vous deux. Les adultes vont gérer ça. » Eva a hoché la tête et a tiré son frère vers leur chambre. Mais je pouvais voir sa petite main trembler encore. Sabine se tenait là, respirant fort. Puis elle a sorti son téléphone, le brandissant, sa voix devenant aiguë. « Je vais appeler mon avocat. Je prouverai que vous avez falsifié ces documents, Cassandre. Vous le regretterez. » Je l'ai regardé un instant. Puis, j'ai répondu lentement, mais sûrement. « Peut-être, mais je ne vis pas de menaces, Sabine. Je vis de la vérité. Et la vérité ne peut pas être tordue éternellement. » Elle m'a fusillé du regard, les lèvres serrées, puis s'est tournée vers Nathan. « Tu regretteras de t'être rangé de son côté. » Nathan ne l'a plus regardé. Il a juste dit calmement, la voix brisée : « Je le regrette déjà, de ne pas avoir protégé ma mère plus tôt. » Cette phrase a réduit toute la maison au silence. Pendant quelques secondes, j'ai pu entendre le vent siffler à travers le cadre de la fenêtre, et la télévision dans la pièce voisine était toujours allumée, mais personne ne s'en souciait. Sabine s'est mordu la lèvre, puis a crié, la voix rauque : « Vous paierez tous les deux pour ça. Je ne vais nulle part. C'est ma maison. » Je me suis détournée et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. « Caleb, » dis-je quand il a décroché, « activez la protection des actifs et changez toutes les serrures aujourd'hui. Je ferai escorter Mademoiselle Hart dehors. » J'ai raccroché et j'ai regardé droit vers Sabine. « Tu as 15 minutes pour faire tes valises. Après ça, les serrures sont changées. » Elle m'a regardé, incrédule,
puis a laissé échapper un rire amer. Tu penses avoir gagné, Cassandre? Tu seras seule. Tu as vécu toute ta vie dans l'ombre de ton mari. J'ai secoué la tête. Non, Sabine. J'ai appris à vivre sans la pitié de personne. Elle a jeté son sac à main par terre et s'est dirigée vers les escaliers, chaque pas produisant une note aiguë et résonnante. Quelques minutes plus tard, elle a descendu une valise en la traînant, les roues cognant contre les marches. Un son sec et dur. Nathan regardait, ne disant rien. Elle est passée devant lui, a fait une pause d'1 seconde, puis a dit froidement « Tu me regretteras, mais il sera trop tard. » Personne n'a répondu. La porte s'est ouverte et a claqué. Le moteur de sa voiture a rugi, puis elle s'est éloignée de l'allée en pierre. Je suis restée immobile, regardant par la fenêtre. La BMW blanche s'est éloignée sous le ciel gris, laissant une fine ligne de fumée s'estomper. La maison est tombée dans le silence après son départ. Un silence étrange, ni suffocant, ni effrayant. Juste un soulagement. Je me suis tournée vers Nathan. Il se tenait contre le mur, les épaules affaissées, les yeux rouges. « Je suis désolée, maman, » dit-il doucement. Je me suis approchée et j'ai posé une main sur l'épaule de mon fils. « Pas besoin de dire quoi que ce soit. Recommence simplement. Chaque blessure peut guérir, Nathan, si tu le laisses faire. » Il a hoché la tête, luttant contre les larmes, puis s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Un sanglot étouffé s'est échappé, petit, mais suffisant pour me tordre le cœur. Je suis allée chercher la vieille couverture de Gérard, un plaid en laine bleu foncé qu'il utilisait lors de ses sorties de pêche. Je l'ai posé sur les épaules de Nathan aussi doucement que si je déposais le pardon. Ton père disait, ai-je chuchoté, qu'un homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève et n'a pas honte de pleurer. Nathan a levé les yeux, son regard brillant sous la lampe. Il a hoché la tête et a murmuré « Merci, maman. » J'ai marché vers les escaliers. La chambre principale était au bout du couloir de l'étage, là où j'avais dormi avec Gérard pendant 40 ans. J'ai ouvert la porte et allumé la lumière. La pièce portait encore une légère odeur de chêne et de lavande. Tout était à sa place. Les rideaux de soie crème, la photo de mariage sur la table, le fauteuil où Gérard lisait le journal. Je me suis déplacée lentement dans la pièce, touchant chaque chose comme si je reprenais des morceaux de mon âme qui avaient été arrachés. Cette pièce avait autrefois signifié la paix, puis était devenue interdite. Maintenant, j'étais de retour. J'ai changé la serrure, vérifié chaque loquet, puis j'ai ouvert la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. Une pâle lueur de lune tombait sur le magnolia dans le jardin. Les feuilles frissonnaient. Une brise fraîche est entrée, apportant l'odeur humide de la terre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ressenti une liberté simple que je n'avais pas goûtée depuis longtemps. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le vieux lit, écoutant le tic-tac régulier de l'horloge. En bas, je pouvais encore entendre les sanglots discrets de Nathan de temps en temps, mais ils se sont estompés. Ava et Léo dormaient profondément. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé mon esprit dériver. Dans mes pensées, j'ai vu Gérard assis au bord du lit, arborant son sourire aimable comme toujours. « Tu as bien fait, Cassandre, » dit-il dans ma mémoire. « Tu t'es levée au bon moment. » Une larme a coulé, mais c'était une larme de paix. Pour la première fois depuis des mois, la maison Renaud était vraiment silencieuse. Pas de talons hauts, pas de remarques désobligeantes, pas de regard méprisant, juste l'immobilité de quelqu'un qui se retrouvait. J'ai chuchoté dans le noir. « Bon retour, Cassandre. C'est ta maison. » Et cette nuit-là, j'ai dormi profondément, vraiment profondément.
comme si toute la maison respirait avec moi. Une semaine plus tard, Lyon était de nouveau ensoleillé. Une lumière crue perçait la fenêtre du salon, faisant scintiller les grains de poussière comme une pluie dorée. Je relisais les rapports d'investissement que Caleb avait envoyés quand la sonnette a retenti. Un dingue long et décidé, comme si la personne à l'extérieur voulait affirmer son droit d'être là. Je ne me suis pas précipitée pour me lever. De mon siège, j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Sabine. Et à côté d'elle, un homme en costume gris, cheveux plaqués, menton pointu, Damien Colbert. J'ai souri légèrement. Certaines personnes ne se lassent jamais. J'ai ouvert la porte sans un mot. Sabine a esquissé un sourire crispé, les lèvres tremblantes. Damien a incliné la tête, la voix suave. Madame Renaud, nous sommes ici pour parler civilement. Je me suis tranquillement écartée pour les laisser entrer. Dans mon esprit, chaque pièce était déjà en place, comme une partie d'échecs où je savais exactement qui ferait le dernier coup perdant. Sabine s'est assise sur le canapé, mais ne s'est pas adossée. Sa posture était tendue. Damien s'est assis à côté d'elle et a posé sa mallette sur la table. Je les ai regardés un instant, puis j'ai dit « Vous semblez occupé. Allez droit au but. » Sabine a pris une inspiration, essayant d'adopter un ton doux. « Cassandre, nous sommes tous des adultes. Je ne veux pas que cela devienne un champ de bataille. Je pense juste que si tu te soucies vraiment d'Ava et Léo, tu devrais envisager un règlement à l'amiable. » J'ai haussé un sourcil. « Un règlement ?» Damien a ouvert la mallette et a sorti une enveloppe. « Vous avez des actifs substantiels, » dit-il calmement, comme s'il négociait une transaction immobilière. « Nous ne demandons qu'un petit montant, 3 millions d'euros. Appelez ça un soutien pour stabiliser les choses pour les enfants. » J'ai ri, un rire court et sec comme une lame fendant l'air. « 3 millions pour stabiliser ?» Sabine a bondi, la voix plus aiguë, tremblante, mais essayant de rester calme. « Tu en as plus qu'assez. Gérard a laissé 19 millions, sans compter les actions et l'immobilier. Nous demandons une petite partie pour Ava et Léo. Tu ne peux pas tout prendre, tu n'es plus jeune. » Je me suis adossée, les doigts entrelacés. « Et si je dis non ?» Damien a affiché un sourire poli. « Alors nous devrons passer par la voie légale. Je connais des gens au tribunal de grande instance. À votre âge, quelques évaluations légères et ils pourraient vous déclarer inapte. Le contrôle des actifs serait alors transféré à un tuteur, peut-être votre fils ou quelqu'un d'autre. » Je n'ai pas bougé. J'ai laissé chacun de ces mots tomber comme de la glace. Sabine a ajouté, les yeux brillants de méchanceté. « Peux-tu imaginer Ava et Léo témoigner ? Les enfants sont honnêtes, Cassandre. Une fois qu'ils diront que tu as oublié leur nom ou confondu les heures des repas, le tribunal le croira. » Je suis restée immobile. Puis je me suis levée lentement et j'ai marché vers le meuble en bois près de la fenêtre. J'ai ouvert le 3e tiroir et j'ai sorti un dossier noir. « Vous savez, » dis-je tranquillement, « je pensais laisser les choses se passer pacifiquement. Il s'avère que certaines personnes ne comprennent pas où s'arrêter. » J'ai posé le dossier sur la table si doucement qu'il a à peine fait un bruit. Sur la couverture, Colbert, Damien, dossier de dette personnelle. Damien l'a regardé en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Je l'ai ouvert, révélant des relevés, des registres bancaires et des bulletins de paris. « Je sais que vous devez 200 000 € à un casino de la Côte d'Azur et je sais que vous avez falsifié la signature d'un partenaire dans une petite affaire immobilière à Aix-en-Provence. J'ai des copies complètes. » Son visage est passé du calme à la panique. Il a dégluti et a essayé de stabiliser sa voix. « Vous me menacez ? » « Non.
dis-je, d'une voix douce comme de la soie. Je vous dis que, si je dépose une plainte, vous perdez votre licence. Et quand cela arrivera, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un embauche un courtier lié à la fraude et au jeu. Sabine s'est tournée vers Damien, le visage blême. Damien dit quelque chose. Mais il n'a fait que balbutier. Elle ne peut pas savoir ça. J'ai coupé court. J'en sais plus que vous ne le pensez. Et pas seulement sur vous. Je me suis tournée vers Sabine, mon regard si calme qu'il l'a fait reculer. Quant à toi, Sabine, si j'envoie cette vidéo au tribunal, tu ne perdras pas seulement ta réputation, tu perdras la garde des enfants. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé avec les images de l'hôtel Argonaut. Sabine riant, touchant le revers de la veste de Damien, puis signant un document. Elle a expiré bruyamment, s'étouffant presque. Non, tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai si vous restez ici 1 minute de plus. Le salon est tombé dans le silence. L'horloge murale faisait tic-tac, comme un compte à rebours avant leur dernier moment dans cette maison. Damien s'est effondré sur la chaise, la main sur le visage. Sabine tremblait, essayant de rester debout, les larmes commençant à couler. Tu es cruelle, dit-elle, la voix brisée. Je voulais juste m'occuper de mes enfants. Je l'ai regardé longuement. T'occuper d'eux? Tu as laissé Ava dormir seule pendant 2 nuits parce que tu étais occupée dans un hôtel avec lui. J'ai des enregistrements de caméra. Tu as choisi ce qui comptait le plus, Sabine, et ce n'était pas tes enfants. Elle s'est affalée sur le canapé, les mains sur le visage, sanglotant. Damien a levé les yeux, la voix rauque. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» J'ai répondu simplement « Rien, juste que vous partiez. » J'ai marché vers la porte et je l'ai déverrouillée. La lumière du midi a inondé la pièce, l'éclairant entièrement. « Sortez de ma maison, » dis-je lentement. Clairement. Maintenant. Damien s'est levé le premier, les épaules tremblantes, la tête baissée, n'osant pas me regarder. Sabine est restée assise, les larmes coulant. Elle a regardé autour d'elle comme si elle voyait pour la première fois que cette maison n'avait jamais été la sienne. « Cassandre, » s'étrangla-t-elle, « tu regretteras d'avoir jeté dehors la mère de tes petits-enfants. » Je l'ai regardée, non pas avec haine, mais avec une résolution calme et fatiguée. Je choisis simplement de protéger ce que j'aurais dû protéger depuis longtemps. Elle a baissé la tête. Damien lui a pris la main et l'a aidé à se lever. Ils ont marché lentement vers la porte. Sur le seuil, Sabine a jeté un dernier regard en arrière, les larmes coulant. Mais je n'ai rien dit de plus. La porte s'est fermée avec un clic sec. Ce son a résonné dans la maison comme un point final à la fin d'un long cauchemar. Je suis restée immobile dans le salon. La lumière du soleil glissait sur le sol, dessinant de longues traînées sur le tapis. J'ai senti mes épaules s'alléger, comme si un fardeau vieux de plusieurs années venait de tomber. Je me suis versé une tasse de tisane à la camomille et je l'ai emmenée sur le porche. L'air était calme, avec seulement le vent et le bruissement des feuilles de magnolia. Quelque part, des rires d'enfants flottaient de loin. Ava et Léo jouant dans le jardin. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la chaleur du soleil pénétrer ma peau. Quand je les ai rouverts, j'ai souri. Non pas le sourire de la victoire, mais celui de la libération. Je savais que la bataille finale était terminée. Et cette fois, je n'avais pas seulement gardé ma maison, je m'étais gardé moi-même. 3 jours après la dernière confrontation, j'ai reçu un appel de Caleb Martin. Sa voix était basse, mais ferme, le ton de quelqu'un habitué à affronter les tempêtes. « Cassandre, tout est prêt.
dit-il. Je viens de déposer des demandes d'ordonnance de protection et une ordonnance restrictive auprès du tribunal de grande instance. Sabine et Damien Colbert ne pourront pas s'approcher de vous ni d'aucun membre de votre famille pendant 2 ans. S'ils l'enfreignent, la police s'en chargera immédiatement. J'étais assise sur le porche, regardant le jardin de magnolias fraîchement taillé. La lumière du matin était douce. Les fleurs blanches tremblaient dans la brise. La paix semblait étrange, comme si le monde s'était enfin arrêté de tourner pour que je puisse respirer. « Merci, Caleb, » dis-je. « Je ne veux plus jamais les revoir. » Caleb gloussa doucement. « Et vous n'aurez pas à le faire. La loi peut être lente, mais quand elle bouge, elle est puissante. » Cet après-midi-là, Nathan est allé au cabinet d'avocat pour signer les papiers officiels du divorce. Quand il est revenu, il s'est assis à la table de la salle à manger, les yeux fatigués, mais plus brillants que d'habitude. « C'est fait, maman, » dit-il d'une voix rauque. J'ai soumis toutes les preuves, les emails, la vidéo, les menaces enregistrées. L'avocat dit que cela ira vite. Sabine n'a plus nulle part où se tourner. J'ai hoché la tête et je n'ai rien demandé de plus. Il est resté silencieux un moment, puis a dit doucement : « Tu sais, le plus difficile n'est pas le divorce. C'est d'affronter la vérité que je t'ai laissé endurer ça seule pendant tout ce temps. » J'ai regardé mon fils, un homme de 38 ans, les cheveux commençant à grisonner, les épaules chargées de culpabilité et de remords. J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai souri. « Tu l'as affronté, Nathan. C'est le premier pas vers la guérison. Ne continue pas à te punir. Tout le monde doit apprendre à dire « je suis désolé » et ensuite le vivre. » Il a baissé la tête, serrant ma main sans un autre mot. La semaine suivante, la presse lyonnaise a commencé à en parler. Titre du Progrès le mardi matin. Le courtier immobilier Damien Colbert fait l'objet d'une enquête pour fraude financière et extorsion. L'article était long, avec une photo de lui quittant le palais de justice, la tête baissée. Un autre journal publiait un sous-titre : « Une source révèle que la lanceuse d'alerte est la veuve de l'homme d'affaires décédé Gérard Renault. » J'ai plié le journal, ni satisfaite ni contrariée. Je ne cherchais pas l'attention. Je voulais juste que la justice soit visible, même si ce n'était que dans quelques colonnes d'un journal. Caleb a appelé cet après-midi-là l'air plus à l'aise. L'enquête s'élargit. Le casino de la Côte d'Azur a confirmé que Damien Colbert doit exactement 200 000 € et a usurpé l'identité d'un partenaire. La police examine les accusations potentielles de fraude. J'ai répondu simplement « Bien ». Il n'y a aucune joie à voir quelqu'un tomber, mais il y a un soulagement tranquille lorsque la vérité est remise à sa place. Dans les jours qui ont suivi, la maison Renault a retrouvé son ancien rythme pour la première fois depuis des années. Chaque son semblait doux. Ava et Léo allaient toujours à l'école comme d'habitude, mais j'ai remarqué quelque chose de différent dans leurs yeux. Ils ne me regardaient plus avec hésitation. Il y avait de la chaleur et de la confiance à la place. Un après-midi, Eva a demandé : « Mamie, pourquoi est-ce que papa et toi parlez autant ? » J'ai souri et j'ai dit : « Parce que parfois, les adultes doivent réapprendre à parler comme des enfants, honnêtement, sans se cacher. » Elle a hoché la tête, puis a murmuré : « J'aime quand tu dis la vérité. Mon ancienne maman disait des choses qui n'étaient pas vraies. » Je l'ai serrée dans mes bras, mon cœur s'adoucissant. Je savais que leur cicatrice intérieure resterait, mais je savais aussi que je pouvais les aider à faire la différence entre le véritable amour et l'exploitation. Une leçon qu'il m'a fallu presque toute une vie pour apprendre. Quelques semaines plus tard, Caleb et moi étions assis dans son bureau pour finaliser les derniers papiers. Sur la table se trouvait un nouveau dossier, couverture de couleur crème, intitulé « Fondation Renault ».
bourse d'études et fonds pour l'éducation. Caleb l'a fait glisser vers moi. Tout est en ordre. Vous pouvez lancer le programme de bourse pour Ava, Léo et d'autres enfants si vous le souhaitez. J'ai pris le stylo plume de Gérard et j'ai signé sous le mot « fondatrice ». Alors que l'encre s'imprégnait dans le papier, j'ai ressenti quelque chose à la fois de complet et de douloureux en moi. J'ai dit doucement. Il serait fier, n'est-ce pas? Caleb a souri. Je le crois. Gérard disait toujours « Cassandre ne se contente pas de préserver les actifs. Elle plante de la valeur. » J'ai quitté le bureau, me sentant légère comme l'air. Je savais que j'avais fait la bonne chose, non seulement pour remettre les choses en ordre, mais pour créer quelque chose de nouveau à partir de vieilles cendres. Nathan a commencé une thérapie sur les conseils de son médecin. Au début, il a résisté, mais lentement, je l'ai vu changer. Il parlait plus lentement, écoutait plus. Un soir, il s'est tenu devant ma porte et a frappé doucement. « Maman, je voulais juste te dire merci de ne pas avoir abandonné. » J'ai ouvert la porte et je lui ai souri. Je n'avais aucune raison de le faire. Souviens-toi juste que pardonner n'est pas oublier. C'est empêcher le passé de diriger ta vie. Il a hoché la tête, puis a souri, aussi doucement que lorsqu'il était enfant. J'ai aussi décidé d'engager une nouvelle gouvernante, Estelle, une femme d'origine martiniquaise dans la cinquantaine, gentille et discrète. Quand elle a demandé « Voulez-vous que je nettoie moi aussi en bas ?» J'ai répondu « Non, laissez-le tel quel. Je veux que cette pièce reste vide. C'est un rappel que j'ai été poussée vers le bas et que je suis remontée. » Estelle a simplement hoché la tête et n'a pas posé plus de questions. La maison a recommencé à s'épanouir. Chaque matin, l'odeur des viennoiseries flottait dans la cuisine, se mêlant au son des rires d'Ava et Léo. Je ne me sentais plus comme la bonne dans ma propre maison. J'étais la véritable maîtresse de maison, mais plus que cela, une femme qui avait retrouvé sa dignité. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le bureau de Gérard. Sur le bureau se trouvait la vieille boîte en bois qu'il m'avait laissée. J'ai ouvert le couvercle et j'ai sorti une lettre jaunie, l'écriture inclinée mais stable. « Tu seras libre si tu attends d'avoir l'esprit vraiment clair. Ne riposte pas sous le coup de la colère, Cassandre. Ce n'est que lorsque tu verras tout clairement que tu gagneras vraiment. » Je suis restée assise tranquillement, lisant les lignes encore et encore. Dehors, un vent léger transportait quelques feuilles de magnolia qui dérivaient sur le porche. J'ai dit doucement, comme si Gérard était toujours là. J'ai attendu Gérard, et je l'ai fait. Puis j'ai souri. Le sourire de quelqu'un qui a survécu, s'est réveillé et est finalement devenu libre. 3 mois après que les choses se soient calmées, j'ai fait mes valises. Sans chichi, sans adieu. J'ai simplement dit à Nathan, « Mon fils, j'ai besoin de quelques mois pour mettre les choses au clair, à la fois dans ma tête et dans mon cœur. » Il a compris, a hoché la tête et m'a serré longuement dans ses bras. « Vas-y, maman. Appelle-moi quand tu seras en paix. » Le vol vers la Côte d'Azur a duré près de 3 heures, mais pour moi, cela a semblé une éternité. Par le hublot de l'avion, l'océan se déroulait à l'infini, si bleu que je devais cligner des yeux pour croire que ce n'était pas un rêve. Gérard disait toujours « S'il y a un endroit sur Terre où le temps s'arrête pour moi, c'est l'Anse bleue. » Maintenant, j'y retournais, la villa de l'Anse bleue, la maison qu'il avait achetée pour notre 40e anniversaire. Le taxi s'est arrêté le long d'une route sinueuse en bord de mer. La mer en face ressemblait à une nappe de soie bleue tendue sur le ciel, les vagues effleurant le sable fin. La villa était nichée parmi de grands palmiers, murs blancs, toits de tuiles rouges, fenêtres grandes ouvertes sur l'océan.
Quand je suis entrée, l'odeur de sel s'est mêlée à celle du vieux bois familier, un parfum qui m'a inondée de souvenirs. J'ai ouvert les fenêtres principales. Le vent marin s'est engouffré, faisant flotter les rideaux blancs. La lumière a inondé la pièce, illuminant chaque pièce que Gérard avait choisie. Une toile peinte à la main par un artiste local, un fauteuil à bascule en chêne, notre photo de mariage souriant au soleil. Je suis restée là un long moment. Puis j'ai murmuré « Je suis à la maison, Gérard ». Lors de mon premier après-midi sur la Côte d'Azur, j'ai marché sur la plage. Le sable était doux comme de la poudre, l'eau une étendue de turquoise sans fin. Les ondulations clapotaient à mes chevilles, fraîches et claires. J'ai enlevé mes sandales et j'ai laissé la mer rincer la poussière des années difficiles. Les gens disent que l'océan peut laver les blessures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à ce moment-là, je me sentais plus légère. Le lendemain, j'ai engagé un couple local, Lucia et Matteo, pour s'occuper de la villa. Lucia était petite, de longs cheveux noirs, des yeux doux comme quelqu'un qui a trop compris. Matteo était silencieux, peu de mots, des mains méticuleuses. Alors que je leur faisais visiter, Lucia a souri, son français teinté d'un accent italien. « Cette maison a une âme, signora. On dirait qu'elle attendait que quelqu'un revienne. » J'ai souri. Peut-être que ce quelqu'un, c'est moi. À partir de ce jour, la villa n'était plus vide. Chaque matin, Lucia ouvrait les fenêtres pour laisser entrer le soleil et Matteo taillait le jardin. Le vent, les vagues et l'odeur du café du matin se mêlaient en un doux hymne à la vie. Je me suis installée dans un nouveau rythme. À 6 heures du matin, je marchais le long du rivage, portant le vieux chapeau de paille de Gérard. Les vagues battaient régulièrement. Chaque empreinte que je laissais était effacée. Un rappel que le passé ne peut être retenu. Seul le présent est réel. Je m'asseyais souvent sur un rocher au bord de l'eau et je regardais le soleil se lever de l'horizon, flamboyant et calme. Dans le vaste son de la mer, je pouvais presque entendre quelqu'un me murmurer à l'oreille « Tu vas bien maintenant, Cassandre ?» Enfin. À midi, j'allais à l'hôpital local où des bénévoles aidaient les touristes étrangers avec des problèmes de santé. Ils avaient besoin de quelqu'un parlant anglais et je me suis inscrite immédiatement. Ce n'était pas un travail pénible, mais cela me faisait me sentir à nouveau utile. J'ai aidé une femme âgée du Minnesota à trouver les bons médicaments. J'ai réconforté un jeune homme avec une jambe cassée suite à un accident de plongée. Et parfois, je discutais simplement avec des visiteurs perdus dans les couloirs. Une jeune infirmière m'a dit « Madame Renaud, vous apportez un sentiment de paix. Tous ceux qui vous parlent semblent plus légers. » J'ai souri. Peut-être parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Ceux qui ont connu des tempêtes apprennent à parler doucement. Le soir, je m'asseyais sur le porche et je regardais le coucher de soleil tomber sur la mer. Le ciel passait de l'or au rose, puis au violet, avant de glisser dans la nuit. Les lumières des bateaux au large scintillaient comme des étoiles dérivantes. C'est à ce moment-là que Nathan appelait généralement en vidéo. Chaque dimanche, son visage apparaissait à l'écran, fatigué mais à l'aise. Derrière lui, Ava et Léo se bousculaient pour raconter leurs histoires. « Mamie, j'ai eu un A en histoire ?» « Mamie, j'ai eu le rôle principal dans la pièce de l'école. » J'écoutais, souriant jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Nathan m'a regardée et a dit tranquillement « Tu sembles plus heureuse que jamais, maman. » J'ai répondu « Peut-être parce que je n'ai plus peur. Tu sais, ce n'est que lorsque la peur disparaît que nous vivons vraiment. » Parfois, j'envoyais de l'argent de la Fondation Renaud pour aider à payer les frais de scolarité des enfants de la ville. Lucia m'aidait à choisir les familles dans le besoin. Je ne voulais pas être la riche recluse au bord de la mer, mais quelqu'un qui donne de la bonne manière. Chaque fois que je signais un virement,
je me souvenais des mots de Gérard. L'argent n'est qu'un outil, Cassandre. La vraie valeur est la façon dont tu l'utilises. Nathan a beaucoup changé aussi. Il allait régulièrement en thérapie et a appris à partager avec ses enfants. Lors de nos appels, il n'évitait plus mon regard. J'entendais une tendresse dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Eva et Léo ont grandi et sont devenus plus sages. Ils m'ont dit que chaque soir, Nathan leur lisait les lettres de Gérard, comme un moyen de leur montrer comment leur grand-père avait aimé cette famille. Le 3e mois, j'ai organisé un petit dîner. Lucia a préparé du poisson grillé à la provençale et Matteo a choisi une vieille bouteille de vin rouge que Gérard avait laissée. J'ai mis de la musique douce et j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer la brise. Le son des vagues se mêlait à l'arôme du vin et à nos rires. J'ai levé mon verre et j'ai dit doucement « Merci d'être là, d'avoir aidé cette maison à reprendre vie. » Lucia a posé une main sur sa poitrine et a souri. « Non, signora, c'est vous qui avez réchauffé cet endroit. » Cette nuit-là, après leur départ, j'ai parcouru la maison seule. Haut plafond, murs blancs, la lumière de la lune se déversant par les fenêtres sur le parquet. Tout l'espace était silencieux, avec seulement le son régulier des vagues comme une respiration. Je suis sortie sur le balcon et j'ai regardé la mer. Le ciel nocturne s'étendait, large, et les lumières des bateaux lointains ressemblaient à des étoiles filantes sur l'eau. Je me suis appuyée sur la balustrade. J'ai inhalé l'air salin et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas vraiment nommer. La paix mêlée de gratitude. Avant d'aller me coucher, je n'ai pas verrouillé la porte, non pas par négligence, mais parce que je n'avais plus besoin de me défendre. Plus de menaces, plus de peur. Sous ce toit, je me suis allongée sur le grand lit, la couverture douce remontée. La fenêtre était entr'ouverte pour laisser entrer la brise marine. Dehors, les vagues clapotaient doucement, un rythme régulier comme le cœur de Gérard battant quelque part dans le noir. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans un souffle « Je suis toujours une mère, une grand-mère et une femme libre. » Enfin, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément sans verrouiller la porte, comme si le monde entier m'avait pardonné. Et je m'étais pardonné moi-même. Les matins à l'anse bleue commencent toujours par le bruit des vagues. Elles ne sont jamais fortes, juste régulières, comme le battement de cœur d'un lieu qui a appris à pardonner. Je me prépare généralement une tasse de thé, je l'emmène sur le porche et je regarde le soleil grimper lentement au-dessus du bord de la mer. La première lumière est d'un or pâle, brillant sur la photo de mariage de Gérard et moi sur la petite table en bois. Un matin comme celui-là, Eva s'est assise à côté de moi. Elle avait grandi, les cheveux soigneusement attachés derrière son dos. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a demandé à voix basse, comme si elle avait peur de briser les vagues, « Mamie, es-tu toujours en colère contre maman ?» J'ai posé mon thé et j'ai regardé l'eau où la lumière du soleil dansait à la surface. « Non, dis-je, je ne suis pas en colère. Mais je n'ai pas oublié. » Ava a penché la tête. « Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas oublier ?» J'ai souri. « Ça veut dire se souvenir pour ne pas se perdre à nouveau, ma chérie. Certaines blessures n'ont pas besoin de pommade. Elles ont juste besoin qu'on arrête de les toucher. » Elle a hoché la tête, puis a posé sa tête sur mon épaule. Le vent transportait l'odeur du sel et le son d'enfants riant quelque part au loin. Quelques semaines plus tard, Nathan a amené les enfants me rendre visite. Il avait l'air en meilleure santé, ses yeux plus calmes qu'auparavant. Au déjeuner, j'ai sorti une épaisse enveloppe et je l'ai posée sur la table. « Nathan, ce sont les papiers transférant la maison de Lyon, » dis-je. « Cette maison est à toi maintenant, avec un fonds pour l'entretenir jusqu'à ce qu'Eva et Léo soient de grands. » Il a levé les yeux, stupéfait. « Maman, non, c'est ta maison, tu devrais la garder. »
J'ai secoué la tête, la voix légère comme la brise. Non, mon fils. Ton père voulait que tu apprennes à te débrouiller seul. Tu l'as fait maintenant, et c'est le reste de la leçon. Je n'ai plus besoin de cette maison pour me sentir en sécurité. Il est resté silencieux un long moment, puis s'est levé et m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai entendu murmurer, à peine plus fort qu'un souffle. « Je promets que je ne vous décevrai plus, ni toi, ni papa. » Cet après-midi-là, Eva et Léo se sont assis dans la cuisine avec moi. J'ai appris à Eva comment tenir un journal, une habitude que j'ai depuis que j'ai son âge. « Tu n'as pas besoin de bien écrire, » dis-je. « Sois juste honnête. Certaines choses ne peuvent pas être dites, mais quand tu les écris, elles deviennent plus légères. » Eva a souri et a écrit sa première ligne. Aujourd'hui, mamie m'a appris à écrire sur mes sentiments au lieu d'en avoir peur. Léo, qui adore se tenir près de la cuisinière, était impatient d'apprendre à cuisiner. Il m'a demandé « Mamie, pourquoi est-ce que cuisiner est si important ?» J'ai dit « Parce que c'est le moyen le plus simple de montrer de l'amour. Les gens qui cuisinent apprennent à attendre, à prendre soin, à écouter. » Il a hoché la tête avec conviction, puis a brûlé la première crêpe. J'ai ri et il a rougi. En fin d'après-midi, nous avons tout nettoyé ensemble. Ava m'a appris à utiliser TikTok, à faire défiler, à aimer, à lire les commentaires. « Mamie, ne clique pas sur les pubs par erreur. » J'ai fait semblant d'être sérieuse. « Alors, je suis moderne maintenant, hein ?» Les deux enfants ont éclaté de rire. « Mamie, tu es plus tendance que notre mère, » a dit Léo, et j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Mais il y avait aussi des après-midi calmes, du genre qui vous serrent le cœur. Quand les enfants sont retournés à Lyon, je suis restée seule dans la Villa Blanche. Les vagues se brisaient toujours, le vent soufflait toujours, mais quelque chose en moi s'était allégé, comme si les derniers fils de ressentiment s'étaient dénoués d'eux-mêmes, laissant un espace calme derrière. Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone. Un texto est arrivé d'un numéro inconnu, juste quelques lignes. « Cassandre, je suis désolée pour tout. » Le nom de l'expéditeur, Sabine. J'ai regardé l'écran un long moment. Mon doigt a hésité sur la touche de réponse. Puis, j'ai tranquillement supprimé le message. Non pas par colère, mais parce que je ne m'en souciais plus. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance, car la personne qui écoute n'a plus besoin de les entendre. Tard cette nuit-là, je me suis assise dans le bureau de Gérard. Le bureau en bois portait encore une petite égratignure là où il signait ses premiers contrats. Dans le tiroir, il y avait quelques feuilles vierges et son stylo plume noire préféré. Je l'ai sorti, je l'ai débouché et j'ai commencé à écrire. « Gérard, j'ai gardé ce que tu m'as laissé, ma dignité. Il m'a fallu des années pour apprendre que gagner n'est pas se venger. C'est se relever sans perdre sa gentillesse. Nathan a réappris à aimer. Et Ava et Léo grandissent dans la lumière, sans peur. Quant à moi, je ne suis plus en colère contre personne. Pas même contre moi-même. L'Anse bleue est un lieu de paix maintenant, pas un lieu de souvenirs douloureux. Merci d'avoir cru que j'étais assez forte pour parcourir tout ce chemin. » J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans le tiroir de la table de nuit, juste à côté de notre photo de mariage. Sur la photo, je souris et Gérard me regarde avec ce regard doux, le regard d'un homme qui sait que la femme à ses côtés ne se pliera jamais à l'injustice. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre. Les vagues pulsaient au large, la lune déposant une lumière argentée sur l'eau. Je me suis assise sur le lit, ma main reposant sur le tiroir où se trouvait la lettre. En moi, il n'y avait plus de vide, plus de soupirs, seulement l'immobilité de quelqu'un qui a traversé une tempête sans perdre son cœur. Lucia avait raison, cette maison a une âme,
mais je pense que c'est moi qui ai été ramenée à la vie ici. Au large de la côte, les vagues continuaient de se briser, résonnant contre les rochers et s'estompant comme des milliers de petites aiguilles, recousant les déchirures de mon cœur. Les aiguilles du temps, du pardon et de l'amour. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Gérard, j'ai réparé ma vie ». Et pour la première fois, le sommeil est venu aussi doucement qu'un souffle, paisible, chaud et entier, comme une blessure enfin guérie. Le lendemain matin, le ciel de la Côte d'Azur était clair comme du cristal. La lumière du début de journée a inondé la fenêtre et a éclairé notre photo de mariage. J'ai touché le verre froid et j'ai regardé son sourire, celui qui m'a accompagné pendant 42 ans, et même plus. Je suis sortie sur le porche. La mer s'étendait, bleue, le vent transportait le sel et le parfum du jasmin que Lucia venait de placer dans un petit vase. Tout à la villa de l'Anse Bleue était pareil. Mais moi, je ne l'étais pas. Je n'étais plus la femme tremblante après avoir été poussée au plus bas étage de sa propre maison. J'étais la femme qui s'était relevée, calme et stable, et qui avait repris le droit de vivre avec dignité. À midi, Nathan a appelé en vidéo. Ava et Léo se sont pressés dans le cadre, riant en se montrant. « Mamie, on a fait pousser des tomates. Elles sont presque aussi grandes que moi. » J'ai ri et j'ai dit « Bien, tout ce qui est beau commence par planter. » Nathan m'a regardé, un sourire chaleureux. « Je pense que tu as planté la chose la plus précieuse, le respect de soi et l'amour. » J'ai dit « Non, c'est ton père qui l'a planté. J'ai juste entretenu la terre. » Dans l'après-midi, j'ai marché sur la plage, laissant des empreintes et regardant les vagues les effacer. La vie est comme ça. Les vieilles blessures s'estompent et les leçons restent. Je me suis arrêtée près du grand rocher où j'aime regarder le coucher de soleil et j'ai murmuré « Gérard, tu vois, je l'ai fait. » Le soleil a sombré, un or pâle se déversant sur l'eau. De loin, Lucia a appelé. « Signora Cassandre, le dîner est presque prêt. » Je me suis retournée, souriante, me sentant comme si je venais de fermer un long livre, non pas avec un point final, mais avec un souffle tranquille. La nuit est tombée et j'ai écrit les dernières lignes dans mon journal. J'ai perdu ce que je pensais ne jamais pouvoir retrouver. La confiance, le respect, la famille. Mais en perdant, je me suis retrouvée. Certaines victoires ne rugissent pas. Elles sont juste une femme ordinaire qui réapprend à rire après la tempête. J'ai fermé le journal et je l'ai posé sur la table. Dehors, les vagues continuaient de répondre, battement après battement, comme la réponse de Gérard, comme le souffle d'une nouvelle vie. J'ai éteint la lumière, j'ai entrouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air marin. La lueur de la lune a baigné la pièce d'un doux argent. J'ai fermé les yeux, sachant que demain matin, je sortirai sur le porche. Je me verserai une tasse de thé et je sourirai au lever du soleil comme une promesse à moi-même que je vivrai. J'aimerai et je continuerai à raconter mon histoire avec paix. Si vous entendez ceci de n'importe où dans le monde, dites-moi, d'où écoutez-vous? Ma vie est peut-être différente, mais nos sentiments sont les mêmes. Nous avons tous été blessés et nous aspirons tous à être aimés de la bonne manière. Laissez un commentaire et dites-moi comment vous avez guéri une blessure avec gentillesse. Et si vous croyez comme moi que la gentillesse est toujours le pouvoir le plus fort que nous ayons, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez pour les prochaines histoires. Merci vraiment d'avoir écouté jusqu'à la fin, car si quelqu'un là-bas entend ce voyage, alors je sais que chaque blessure vaut la peine d'être guérie.